Donc, nous voici à la page 59 du cours d'automatisation théorie. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié le fonctionnement des bascules, bascule RS, bascule maître-esclave et bascule JKMS. Par contre, leur utilisation peut vous sembler un petit peu nébuleuse encore. Et c'est dans le chapitre 8 ici, qui traite des compteurs et registres, qu'on va vraiment s'attarder à l'utilisation des bascules, notamment JKMS, et vous allez tout de suite comprendre à quoi peut bien servir de telles bascules et quelle est leur utilité. D'accord? Alors, dans le chapitre 8, dédié aux compteurs et registres, on va d'abord voir tout simplement la notion de compteur. Alors, définition. Un compteur est un dispositif capable d'enregistrer et de mémoriser un certain nombre d'événements et de s'auto-incrémenter chaque fois qu'un nouvel événement se produit. Il existe de nombreuses solutions techniques pour réaliser cet objectif, des dispositifs mécaniques, électriques, électroniques, etc. Donc le compteur, c'est tout simplement un élément qui permet de compter un certain nombre. Par exemple, on peut compter le nombre de bouteilles qui passent devant un capteur. Alors, il existe des dispositifs mécaniques, électriques et électroniques. Nous, on va tout simplement s'attarder au dispositif électronique, puisque c'est celui qui traite des bascules JKMS notamment. D'accord? Alors, cette dernière technique électronique nous intéresse particulièrement car elle est de plus en plus rencontrée dans les milieux industriels, étant donné sa facilité de mise en œuvre, évidemment, son coût peu élevé et sa fiabilité, ainsi que le nombre d'applications que l'on peut y associer. Donc la partie électronique des compteurs devient de plus en plus importante, et c'est ce qui est le plus employé à l'heure actuelle, évidemment. Alors, première famille de compteurs dont nous allons parler, ce sont les compteurs binaires asynchrones. Donc, on a trois mots. Compteur, qui permet de compter. Binaire, on ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais je peux déjà vous le dire que le résultat en fait du compteur va être donné de manière binaire ici. Et asynchrone, ça on va voir ce que c'est. En fait, asynchrone euh, permet de déterminer le type de compteur et de savoir si on va avoir un délai dans le comptage ou pas. D'accord? Alors, un compteur binaire est un dispositif électronique capable de compter des impulsions et d'en présenter la somme sous forme binaire, tout simplement. Il est réalisé au moyen de bascules bistables. Donc les bascules bistables, ce sont les bascules JKMS, comme nous avons vu par exemple, interconnectées ensemble, supportant chacune un élément binaire dont l'ensemble des valeurs associées représente le nombre d'impulsions reçues. Alors le poids numérique binaire affecté à chaque bascule équivaut à la puissance de 2 correspondant à son rang. Donc on va voir qu'on va pouvoir assembler plusieurs bascules ensemble, elles vont être montées en série, et chaque bascule correspond en fait à un élément binaire. Donc on sait bien que un mot binaire possède un LSB et un MSB, donc ce sont les bits de poids fort et les bits de poids faible. Et bien chaque bascule aussi représentera l'élément binaire en question. Alors, premier type de compteur binaire asynchrone, c'est le compteur binaire asynchrone qui est un compteur, c'est ce qu'on appelle un up counter. Le deuxième type ce sera tout simplement le décompteur. D'accord? Alors ici dans le compteur, il est composé de n bascules JKMS en cascade, tout simplement en série. L'entrée des impulsions à compter se fait sur l'entrée clock de la première bascule. La sortie Q de chaque bascule est connectée à l'entrée clock de la suivante, de sorte que le signal généré par les commutations successives d'une bascule joue le rôle de signal d'horloge pour la bascule suivante. Ok? Donc si je reprends le cours ici, on voit bien une bascule, on les a représentées évidemment par leur symbole, une bascule JKMS, une deuxième, une troisième et une quatrième, toutes les quatre montées en série les unes par rapport aux autres. Alors, la première bascule, c'est celle de droite. C'est comme quand on compte en binaire. Le premier élément de poids le plus faible est situé à droite de ce que l'on va écrire. D'accord? Alors, c'est une bascule JKMS parce qu'il y a une entrée J, une entrée K, et une sortie Q et une sortie Q bar. On avait aussi représenté la fonction clear et la fonction preset. D'accord? Alors, les impulsions à compter, ici, count input, sont tout simplement les impulsions qu'un système va générer. Imaginez tout simplement des bouteilles qui passent devant un capteur. Chaque fois qu'une bouteille passe devant un capteur, on envoie une impulsion d'horloge. Alors une impulsion d'horloge, on se souvient, c'est un flanc montant et un flanc descendant. On peut aussi avoir l'inverse, un flanc descendant et puis un flanc montant, mais je dois absolument avoir les deux.
la première impulsion à compter se présente au niveau de la cloque de la première horloge ici. D'accord, de la première horloge de la première bascule. D'accord. Ensuite, la sortie de la première bascule est la sortie Q ici, que l'on va raccorder tout simplement à la cloque de la deuxième bascule. D'accord. Alors, on peut tout simplement lire la sortie de la première bascule ici grâce à la sortie A. D'accord. Alors, si je reprends sur le côté, je vais utiliser l'outil capture, ce sera plus simple. Comme ceci. Copier sur mon petit tableau Paint. Voilà. Eh bien, la première bascule, quand je lis sa sortie, cela correspondra à un certain élément binaire. Et la dernière bascule, quand je lis également sa sortie, je lis aussi un autre état binaire. Alors, pour rappel, en fait, la première bascule, c'est la première qui va changer d'état en fonction des impulsions directement à compter. Donc, elle lira directement la valeur du LSB, donc le bit de poids fort, less significant bit. D'accord. Ensuite, il faut que la sortie ici bascule deux fois pour avoir une impulsion également, pour faire basculer la sortie suivante, et ainsi de suite. Et on se retrouve avec ici la sortie de la dernière bascule, représentée par la lettre D, qui représentera le MSB. Donc c'est le Min Significant Bit ici. MSB à gauche et LSB à droite. D'accord. C'est pour ça que la première bascule, je peux lui attribuer la valeur de 2 exposant 0. D'accord, qu'on lit ici. La sortie de la deuxième bascule B ici, je peux lui attribuer la valeur de 2 exposant 1, et ainsi de suite, 2 exposant 3 et 2 exposant 4. D'accord. Donc ici j'ai 4 bascules, donc je peux compter ici jusqu'à 2 exposant 4 combinaisons. Donc ça représentera ici 16 valeurs. Donc je peux compter par exemple de 0 à 15. D'accord. Tout simplement. J'étais un peu trop vite, j'ai oublié le 2 exposant 2, donc la première bascule 2 exposant 0, la deuxième bascule 2 exposant 1, la troisième ce sera 2 exposant 2 bien sûr, hein. Et la troisième ce sera 2 exposant 3. J'étais un petit peu trop vite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On dit que les entrées J et K sont toutes à 1, de sorte que les bascules changent d'état chaque fois qu'elles reçoivent une impulsion sur leur entrée d'horloge, précisément à chaque transition de 1 à 0 de leur cloque. Effectivement, si je mets 0 et 0 au niveau de J et de K, ça veut dire que ma bascule est en fonction mémoire. D'accord? Donc, si vous ne comprenez pas le fonctionnement de la bascule JK MS, eh bien, je vous réfère à la vidéo précédente où le fonctionnement de la bascule JKMS est expliqué, d'accord. Mais en résumé, si J et K sont à 0, la bascule est en fonction mémoire, la sortie ne change pas. Par contre, si J est égal à K est égal à 1, eh bien, on va tenir compte de l'impulsion d'horloge et la sortie va varier en fonction du signal d'horloge qui lui est appliqué. D'accord. Alors, la somme des valeurs représentées par toutes les bascules à l'état 1 donne à tout instant le nombre d'impulsions appliquées à l'entrée du compteur. La capacité de comptage dépend évidemment du nombre de bascules, soit pour n bascules, de 0 à 2 exposant n-1, c'est ce que je vous ai expliqué ici, hein, par exemple, on a 4 bascules dont 2 exposant 4, ça fait 16 combinaisons, et on peut compter de 0 à 2 exposant 4-1, ça fait 16-1, ça fait 15. Donc on compte de 0 à 15. Après deux impulsions, le compteur revient à 0 et ensuite le cycle recommence. D'accord. Donc on dit que le compteur est cyclique modulo 2. Donc effectivement, une fois qu'on a compté 15 impulsions au niveau de l'entrée, on a fait le tour de toutes les combinaisons possibles. Et à ce moment-là, dès que je rajoute une impulsion au niveau de l'entrée, toutes les bascules repassent à 0 et on recommence le tour. D'accord. C'est pour ça qu'il est cyclique. Et alors c'est un modulo 2 exposant n, parce que forcément les sorties ne peuvent avoir que deux états, soit 0, soit 1. Donc on compte en binaire ici, et c'est pour ça qu'on parle de modulo 2. Modulo 2 exposant n, parce que j'ai n bascules JKMS. D'accord. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du chronogramme, la voici. Donc le fonctionnement du compteur est mis en évidence par le chronogramme suivant, sur lequel on peut observer
que les bascules commutent suivant l'ordre du code binaire naturel. Alors, idem, je vais le reprendre ici sur mon petit tableau Paint pour que ce soit plus clair et le redessiner avec vous en fait, d'accord? Copier, coller. Voilà, donc on peut associer comme ça. On a le compteur au-dessus et le chronogramme en dessous. Alors, ici, plusieurs lignes. Nous avons la première ligne qui est le count input. Ce sont tout simplement les impulsions que l'on va compter au niveau de notre première horloge. Ici, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16 impulsions. Donc ça veut dire qu'on a peut-être, par exemple, 16 bouteilles qui viennent de passer devant le compteur. Et donc devant le capteur, pardon, et donc qui ont envoyé 16 impulsions. Ensuite, on va lire ce qui se passe à la ligne A, la ligne B, la ligne C et la ligne D, qui sont tout simplement les sorties de chaque bascule ici au-dessus. Ok. Alors, initialement, on part avec la sortie de chaque bascule qui est à 0, puisque c'est un compteur, donc on va vouloir avoir chaque valeur ici de sortie de chaque bascule Q qui est à 0. Okay. C'est pour ça qu'ici on part de 0, 0, 0 et 0. Ensuite, on va faire venir une première impulsion d'horloge. Donc une bouteille passe dans le capteur, j'envoie une impulsion, flanc montant, flanc descendant d'horloge. Ok, j'ai une impulsion d'horloge complète. Donc la sortie ici, la sortie de la première bascule, comme elle a reçu au niveau de sa cloque un flanc montant, un flanc descendant, une impulsion d'horloge, et bien la sortie ici va basculer de Q à de 0 à 1. D'accord. Donc je change d'état ici. D'accord. Tac. Alors, ici, la sortie de la première bascule est répercutée sur la cloque de la deuxième bascule. Alors, la deuxième bascule ne va pas changer d'état. Pourquoi? Parce qu'elle ne va voir, elle, que un flanc montant. Donc, un flanc montant, c'est pas une impulsion d'horloge complète. Donc, pendant ce temps-là, ben, B, lui, va rester dans le même état, puisque on a reçu qu'un seul flanc montant au niveau de l'horloge. Ensuite, on continue dans le même état. Hop, on a une deuxième bouteille qui arrive dans le capteur. J'envoie une deuxième impulsion, flanc montant, flanc descendant. Ok. Donc j'ai une deuxième impulsion. Donc de nouveau, la sortie de la première bascule, ici, va pouvoir changer d'état. Donc je passe de 1 à 0. Q passe de 1 à 0. Ok. À ce moment-là, au niveau de A, j'ai eu un flanc montant et un flanc descendant. Donc j'ai appliqué ici au niveau de A, et donc de la cloque de la deuxième bascule, un flanc montant et un flanc descendant, ce qui correspond à une impulsion d'horloge. Donc la sortie, ici, de la deuxième bascule, qui est la sortie B, va pouvoir changer d'état à son tour. Donc j'ai ici, de nouveau, un flanc montant. Okay. La sortie de la deuxième bascule B, ici, est appliquée à la cloque de la troisième bascule, sauf que ici on n'a qu'un seul flanc montant pour le moment, donc on n'a pas encore détecté une impulsion d'horloge complète, donc la sortie C, ici de la troisième bascule, ne change pas pour le moment. De même que D, on reste dans le même état. Okay. Ensuite, au niveau de la cloque, troisième impulsion d'horloge, troisième bouteille qui passe dans le capteur. Ok, on détecte de nouveau une impulsion d'horloge complète, donc la sortie A va de nouveau pouvoir changer d'état. Donc si vous remarquez, A change d'état à chaque flanc descendant d'horloge et à chaque flanc descendant au niveau du count input. D'accord. Donc on peut résumer de cette manière-là, à chaque flanc descendant, ici, 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 et ainsi de suite, eh bien je vais avoir un changement d'état logique au niveau de la sortie A. Tac, je reste dans le même état jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain flanc descendant. Ici j'ai un flanc descendant, je change d'état, je reste au même état jusqu'au prochain flanc descendant, le voici, et ainsi de suite. D'accord. Ce qui nous donne le signal A ici présent. Alors, pareil, A en fait agit comme signal d'horloge pour la bascule, pour la deuxième bascule. A agit comme signal d'horloge pour la deuxième bascule. Donc, à chaque flanc descendant de A, eh bien j'ai un changement de la sortie de la deuxième bascule qui est B. Okay. Donc on peut refaire le même raisonnement. À chaque flanc descendant de A, pardon, j'ai tout simplement une commutation de B. Ici, j'ai un flanc montant puis un flanc descendant, une impulsion complète, donc B change d'état. Ensuite, je reste au même état logique jusqu'à ce que je détecte de nouveau, hop, ici un flanc montant puis un flanc descendant. Donc j'ai un flanc descendant là, je change d'état.
Ensuite, je reste de nouveau au même état logique jusqu'à ce que je détecte un troisième flanc descendant. Le voici ici. Donc je change d'état à ce moment-là. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord? Pareil. B, eh bien c'est la sortie de la deuxième bascule, mais c'est aussi l'entrée clock de la troisième bascule. Donc à chaque fois que je détecte de nouveau une impulsion complète d'horloge de B, eh bien je change d'état au niveau de la sortie de ma troisième bascule qui est C ici. D'accord? Donc ici B, flanc montant, flanc descendant. Ok, j'ai une impulsion complète une fois que j'ai détecté le flanc descendant. Et donc C change d'état logique à ce niveau-ci. D'accord? Pareil, je continue. Je reste au même état logique qui est le haut maintenant, jusqu'au prochain flanc descendant. Parce que ici, je vais redétecter une impulsion d'horloge. J'ai un flanc montant puis un flanc descendant. Et donc, au flanc descendant, je peux changer d'état de nouveau. Et ainsi de suite. Et je me retrouve avec le signal ici présent. Pareil, de nouveau, C, c'est la sortie de la troisième bascule, mais l'entrée clock de la quatrième. De nouveau, dès que je détecte une impulsion d'horloge complète au niveau de C, je change d'état au niveau de D. Ici, hop, en flanc montant puis en flanc descendant. Au niveau du flanc descendant, je change d'état D. D reste à 0 jusqu'à ce que je détecte un flanc descendant. Le voici, hop. Et puis je reste de nouveau au même état logique O ici jusqu'à ce que je détecte un deuxième flanc descendant, donc une deuxième impulsion d'horloge, flanc montant, flanc descendant. Et à la fin, je peux rechanger d'état. On voit qu'après la 16e impulsion ici, une fois que j'ai eu le flanc descendant de ma 16e impulsion, toutes les bascules, toutes les sorties de bascule repassent à 0 tout simplement. Parce que je vous ai dit, on sait compter 16 impulsions, ou de 0 à 15, et une fois que c'est terminé, on repasse à 0, et on recommence tout simplement le cycle. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ce chronogramme-là. Si je vous donne par exemple le schéma d'un compteur cyclique modulo 2 exposant 4 ici par exemple, et que je vous donne un certain signal d'horloge, vous devez pouvoir être capable de retracer le signal A, le signal B, le signal C et le signal D, en fonction de ce qui se passe au niveau du count. D'accord? Donc, c'est terminé pour le compteur binaire asynchrone. Nous voici maintenant au décompteur binaire asynchrone, qu'on appelle down counter en anglais. Alors, le schéma est semblable à celui du compteur, mais ici, c'est la sortie Q bar qui est raccordée à l'entrée clock de la bascule suivante. Donc, on va voir le schéma est identiquement le même, si ce n'est qu'il y a une petite connexion entre chaque bascule qui change. Alors, je vais le redessiner de nouveau à côté, comme ceci, avec l'outil capture, c'est plus simple. Voici, donc au niveau du décompteur, on reprend les mêmes et on recommence. Donc je reprends à chaque fois des bascules JKMS que je connecte en série ou en cascade. Sauf qu'ici, au lieu de raccorder la sortie Q à la cloque de la bascule suivante, je raccorde la sortie Q bar, tout simplement. Ok. Une fois que j'ai la sortie Q bar, je peux enchaîner les bascules. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au départ, toutes les bascules sont à 1. Alors ici, évidemment, comme on a un décompteur, on va partir déjà de la valeur 15 et puis on va décompter jusqu'à 0, évidemment. C'est une sorte de mesure pour voir combien de bouteilles il nous reste, par exemple, à faire passer devant le capteur pour terminer une boîte, par exemple. D'accord? Alors, au départ, toutes les bascules sont à 1. À la première impulsion à compter, transition de 1 à 0, la bascule A commute et sa sortie Q passe de 1 à 0. Cela entraîne la commutation de la bascule B et ainsi de suite. Après 5 impulsions, le cycle est terminé et on retrouve les conditions initiales. Alors, de nouveau, on va faire l'étude du petit chronogramme pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des sorties de chaque bascule. Donc ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que de nouveau c'est la même chose. Chaque sortie Q ici peut être lue avec et associée à une variable. Donc la sortie de la première bascule Q, c'est ce qu'on va appeler A, d'accord. La sortie de la deuxième bascule, c'est ce qu'on va appeler B, et ainsi de suite. Et je peux de nouveau avoir mon chiffre binaire codé avec A, B, C, D. Okay. Alors ici, comment on va procéder? Alors au départ, on l'a dit, comme c'est un décompteur, toutes les bascules sont à 1. Donc la sortie Q de la première bascule qui était
qui est égale à A est à 1. La sortie B, qui est la sortie de la deuxième bascule, est à 1. C aussi, D aussi. Ok. Ensuite, je vais commencer à compter les bouteilles. Par exemple, imaginez, il me reste ici, comme j'ai toutes les bascules qui sont à 1, j'ai codé un chiffre correspondant à 15, ben, il me reste plus que 15 bouteilles à faire passer pour terminer une boîte, par exemple. Alors, chaque fois une bouteille pardon, va passer devant un capteur, ben, le capteur va envoyer un signal d'horloge ici sur Count Input. Alors, je vais avoir une première bouteille qui va passer, donc je vais avoir un flanc montant et un flanc descendant. Ok, j'ai montant, descendant, j'ai une impulsion complète d'horloge. Donc, la sortie A de la première bascule. J'ai détecté ici au niveau de la cloque une impulsion. Donc, la sortie Q de la première bascule qui est la sortie A peut changer d'état. J'ai une impulsion complète d'horloge. Tac. Ok. La sortie, c'est pas la sortie A qui va être répercutée au niveau de la cloque, mais c'est la sortie Q bar de la première bascule qui va être répercutée à au signal d'horloge de la deuxième bascule. Donc si A passe, si A ici était à 1 au départ et qu'on passe à 0, eh bien Q bar était à 0 et passe à 1. D'accord? Donc en fait ce qui se passe au niveau de Q, la première bascule, on est à 1 et on passe à 0, tandis que Q bar, c'est l'inverse de Q, donc on est à 0 et on passe à 1. D'accord? Donc pour le moment, on n'a lu que un seul flanc montant au niveau de la cloque de la deuxième bascule. Okay? Il va falloir attendre la deuxième impulsion pour pouvoir basculer. Okay? Alors, je continue de compter mes bouteilles, de décompter mes bouteilles. J'ai une deuxième bouteille qui passe dans le capteur, donc j'envoie une deuxième impulsion au niveau de mon count input ici. Donc je détecte de nouveau une impulsion complète d'horloge. Donc la sortie de la première bascule A, ici, va pouvoir de nouveau changer d'état. Ok. Donc à ce moment-ci, j'ai compté, ici, deux flancs montants. Donc la sortie de la première bascule vient de repasser à l'état logique haut. Donc j'ai ceci. Q est passé à l'état logique bas, puis repasse à l'état logique haut. Donc la sortie Q bar passe de l'état logique bas à l'état logique haut, et puis de l'état logique haut à l'état logique bas. D'accord? Puisque c'est l'inverse. Donc, une fois que j'ai détecté une deuxième bouteille, une deuxième impulsion, A a fait une impulsion complète si vous voulez, et donc Q a fait un flanc descendant, un flanc montant, mais Q bar a fait un flanc montant et puis un flanc descendant, et c'est ça qui est appliqué à la cloque de la deuxième bascule. Donc ici j'ai détecté effectivement un flanc montant, un flanc descendant, donc j'ai bien une impulsion complète d'horloge, et donc B, qui est la sortie de la deuxième bascule, va pouvoir lui basculer dans l'autre état. D'accord? Et ainsi de suite. À chaque fois que je détecte ici un flanc descendant au niveau de ma cloque, eh bien la sortie A va pouvoir changer d'état. Donc j'ai un flanc descendant ici, 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 ici par exemple. Et donc à chaque flanc descendant, je change d'état, tout simplement. Et donc ici, il faut bien se dire que ce qui est appliqué au niveau de la cloque de la deuxième bascule, c'est l'inverse de A, puisque je n'applique pas Q, mais j'applique Q bar. Et donc, soit on réfléchit en faisant les inverses, soit on inverse directement le signal d'horloge. Je change d'état quand je passe au flanc montant cette fois-ci. D'accord? Non plus au flanc descendant, mais au flanc montant. Flanc montant, flanc descendant, flanc montant. Flanc descendant, flanc montant. Flanc descendant et flanc montant. À chaque flanc montant, ici, je change d'état. À chaque flanc montant, B va changer d'état. Donc ici j'ai un flanc montant, je change d'état. Hop, ici un flanc montant, donc je change d'état. Pareil, et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord? On peut considérer qu'on prend l'impulsion d'horloge inverse. Il faut que je détecte d'abord un flanc descendant et puis un flanc montant pour avoir ici descendant montant, donc une impulsion complète d'horloge. Okay, c'est pareil pour les autres sorties, C et D. À chaque fois que je vais détecter un flanc montant, puisque c'est la même chose, hein, c'est pas la sortie Q qui est raccordée à la cloque, mais Q bar, donc il faut que je prenne l'inverse, donc je prends le flanc montant, et à chaque flanc montant de B ici, eh bien la sortie C va pouvoir changer. Donc ici je détecte en flanc descendant, je change pas, je reste à l'état logique haut,
Ah, ici j'ai un flanc montant, donc je peux commuter. Et ainsi de suite. Je reste dans le même état logique. Flanc descendant, donc je commute pas. Flanc montant, je commute. Et ainsi de suite. Voilà. Pareil pour D. Et donc je vais me retrouver dans une situation où j'ai ceci. D reste dans le même état jusqu'au prochain flanc montant, qui est celui-ci. Donc je change d'état et je recommence jusqu'à la fin. D'accord. Et donc ici, je me retrouve avec les signaux présentés dans le graphique. Et une fois que j'ai compté 16 impulsions, donc j'ai compté mes 15 bouteilles, que mon compteur est arrivé à 0, eh bien il repasse tout simplement à toutes les sorties de bascule repassent tout simplement à l'état logique O. Pardon. Voilà. Donc une fois que j'ai compté mes 16 impulsions, toutes les sorties repassent à l'état logique O. Comme ceci. Et j'ai donc bien fait mon décompte de la valeur maximale à la valeur minimale. Donc ici aussi, vous devez être capable, en vous basant simplement sur le schéma que je vous montre, et sur ici le signal d'horloge que je vous présente, de tracer les valeurs de A, les valeurs de B, de C et de D. D'accord. Donc ça c'est vous qui devez trouver ces différentes valeurs là vous-même, en fonction du count et du graphique. Il faut savoir aussi que si c'est un décompteur, les sorties A, B, C, D sont à 1 automatiquement. Si c'est un compteur, eh bien elles sont à l'état bas initialement. D'accord. Et alors on a la petite évolution qui est le compteur des compteurs, up, down, counter. Donc en fait on va voir que c'est quasiment le même schéma sauf qu'on va insérer des portes logiques entre chaque bascule. Donc on va de nouveau faire l'étude ici, sauf que les diagrammes resteront les mêmes que le compteur et le décompteur qu'on a vu. C'est juste ici la façon de commander si on a un module unique, de le commander si on veut qu'on ait un compteur ou un décompteur. Alors ici, il est nécessaire d'avoir un sélecteur pour choisir le signal appliqué sur les entrées d'horloge. Ce signal viendra de la sortie Q ou Q bar, suivant que le circuit fonctionnera en compteur ou en décompteur. Donc c'est ça la grosse différence ici, c'est qu'on a un seul circuit, mais qui peut fonctionner à la fois en tant que compteur ou à la fois en tant que décompteur. Ça dépend du signal de commande qu'on va lui appliquer évidemment. Alors le sélecteur est commandé au moyen de portes logiques qui sont commandées par un signal de contrôle U et D, U pour up counter et D pour down counter, autorisant le comptage ou le décomptage. D'accord. Alors, on va voir ensemble le fonctionnement tout simplement de notre compteur des compteurs, de la même manière qu'on a fait ici. Nouveau, copier, coller. Alors voici notre compteur des compteurs. On retrouve de nouveau les mêmes éléments. 1, 2, 3, 4 bascules JKMS mises en série. La sortie Q de chaque bascule est représentée par une lettre. Alors la sortie de la première bascule c'est A, la sortie de la deuxième bascule c'est B, troisième bascule C et quatrième bascule D. C'est la même représentation qu'on a fait pour le moment. Alors, les impulsions de comptage vont de nouveau être présentées ici par le count, qui est présenté sur la clock de la première bascule. Alors ici on rajoute deux éléments, un élément de contrôle, dont on discutera plus tard. Dans un premier temps, on peut ne pas le considérer. Un élément clear qui permet de la remise à zéro de toutes les bascules. Alors ici on ne va pas le considérer non plus dans le fonctionnement. Et puis nous avons le sélecteur ici de fonctionnement up ou down counter. Et sur ce sélecteur-ci, je viens relier tout simplement des portes logiques. Alors les portes logiques relient les sorties Q et Q bar d'une bascule à l'entrée clock de la bascule suivante, et on tient également compte du signal up-down. D'accord. Alors, on va prendre un exemple tout simple. Je vais appliquer tout simplement un 0 ici au niveau de notre up et down counter, donc de notre sélecteur. Alors si j'applique 0, ici j'ai une prise de 0 directe, okay, qui va être implémentée de manière directe à la porte logique E, ici, qui est reliée à la sortie Q de la première bascule, et je vais avoir le signal inversé, 1, ici, grâce à la porte inverseuse, qui va être appliquée à l'entrée de la deuxième porte logique E.
D'accord? Donc, en appliquant 0, ici, je viens appliquer un 1 au niveau de la deuxième entrée de cette bascule-ci, et un 0 au niveau de la deuxième entrée de cette porte logique-ci. Ce sont des portes logiques, pas des bascules, excusez-moi. Alors, si j'ai un 0 ici, la sortie de ma bascule ici, de ma porte logique, ben, va être 0, d'accord? Puisque j'ai 0 fois quelque chose, 0 fois Q ici, donc 0 fois Q, ça va me donner 0. Tandis qu'en bas, je vais avoir un 1 sur cette entrée-ci, un Q bar sur cette entrée-ci, donc je vais avoir 1 fois Q bar, donc je vais appliquer Q bar tout simplement. Et donc ici, je vais appliquer 0 et Q bar au niveau de la troisième porte logique, qui est une porte OU, et donc je vais avoir Q bar plus 0, et donc je vais venir appliquer à la sortie ici Q bar, parce que Q bar plus 0, ça fait Q bar. Donc j'applique en fait un 0 au niveau de mon sélecteur, et ça implique, grâce au fonctionnement des portes logiques ici, l'application de Q bar au niveau de ma cloque de ma deuxième bascule. Donc je reprends les mêmes bascules mises en série, et je raccorde Q bar à la cloque de ma bascule suivante. Donc c'est ce qu'on a vu juste à l'instant, c'est le fonctionnement des compteurs binaires asynchrones, où Q bar est raccordé à la cloque de la bascule suivante. Sauf ici on n'applique pas Q bar de manière directe, on le fait passer par des portes logiques. D'accord? Donc, premier fonctionnement, si j'applique un 0, ici j'ai un fonctionnement en décompteur de mes bascules. On va voir maintenant ce qui se passe si j'applique un 1, tout simplement. Je vais le faire en vert pour que ce soit plus clair. Si j'applique un 1 au niveau de mon sélecteur, eh bien je vais appliquer ici le 1 de manière directe à cette entrée-ci. Dessiner un peu plus grand, je vais avoir un 1 à cette entrée-ci, et un 0, ici grâce à la porte logique inverseuse, à cette entrée-ci. D'accord? Donc ici, je vais aussi présenter Q au niveau de la deuxième entrée de la porte logique. Donc je vais avoir avec la porte E Q fois 1, ça va me donner Q à la sortie. Tandis que la deuxième porte logique E, je vais avoir Q bar et 0. Donc je vais avoir Q bar fois 0, ça va me donner 0. Et donc ici, avec la troisième porte logique, ou ici je vais avoir Q 0, donc je vais avoir Q plus 0, donc je vais appliquer Q au niveau de la cloque, pardon, j'ai dessiné Q bar, je vais appliquer Q au niveau de la cloque de ma deuxième bascule. Et donc, si je mets un 1 au niveau de mon sélecteur, j'ai un fonctionnement en compteur de mon compteur des compteurs, puisque je vais avoir la sortie Q qui est reliée à la cloque de la deuxième bascule, et c'est donc la première bascule que nous avons vu ici, enfin le premier compteur, pardon, qui est le compteur binaire asynchrone, où la sortie Q est reliée à la cloque de la bascule suivante. Okay, donc voilà le fonctionnement du compteur des compteurs. Les chronogrammes sont exactement identiques à ce qu'on a vu ici, par exemple à la page 59 et 60 des compteurs des compteurs. Donc ça, je ne vais pas les refaire avec vous. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que si j'applique tout simplement un 0 ici, j'ai un fonctionnement up. Non, pardon. Si j'applique un 0, j'ai un fonctionnement down, DW pour down counter, tandis que si j'applique un 1, j'ai un fonctionnement en compteur, donc on peut écrire ici up pour up counter. Des compteurs, compteur, en fonction que j'applique 0 ou 1 au niveau de mon sélecteur. C'est le fonctionnement des portes logiques qui va définir si on va vraiment avoir le compteur ou des compteurs. D'accord? Alors, les chronogrammes sont les mêmes que précédemment, donc on ne va pas les redessiner ensemble. Remarque, un signal de contrôle envoyé sur les entrées J et K permet de rendre insensible le compteur aux impulsions de comptage. Un comptage, 0 compteur bloqué. Donc effectivement, ici la partie contrôle, si on vient ajouter cette partie-ci, si je mets un 0 au niveau de ma partie contrôle, je vais avoir ici le 0 qui est appliqué à chaque entrée J et K de chaque bascule, et donc je vais avoir tout simplement ici un compteur bloqué, parce que en appliquant 0 sur J et 0 sur K, j'ai un fonctionnement mémoire de chaque bascule. Donc elles sont toutes verrouillées, entre guillemets, d'accord? Tandis que maintenant, si j'applique un 1 au niveau de mon contrôle, je vais avoir 1 sur J, 1 sur K de chaque bascule, et donc là, elles vont pouvoir fonctionner de manière normale en tenant compte de ce qui se passe sur leur clock.
Donc je vais avoir ici des bascules qui sont non verrouillées, donc je vais avoir un comptage ou décomptage. Le signal clear permet également de forcer les bascules à 0. Donc si j'applique un signal ici au niveau de mon clear, hop, j'applique tout simplement une remise à 0 de chaque bascule. Donc si j'applique un 0, j'ai une remise à 0 de chaque bascule. Si j'applique un 1 ici, ben, j'ai un fonctionnement normal au cours du comptage ou du décomptage. 0 remise à 0, 1 comptage normal. Alors attention, il est impossible qu'une bascule change d'état en un temps nul. Dans le système asynchrone, les bascules sont en cascade, de sorte que les retards dus au temps de propagation des signaux le long de la chaîne de comptage sont cumulatifs et donc d'autant plus important que le compteur est composé d'un nombre élevé de bascules. Cela peut être une cause d'erreur et d'incompatibilité d'utilisation avec certains autres systèmes logiques. Alors effectivement, ici, pour entraîner par exemple le basculement de la sortie B, eh bien il faut que A ait basculé 2 fois. Donc une fois que A a basculé, B peut basculer. Une fois que B a basculé, C peut basculer, et ainsi de suite. Et donc en fait, il faut à chaque fois attendre que la bascule précédente ait eu le temps de commuter pour pouvoir fonctionner. Donc B doit attendre que A ait commuté 2 fois pour pouvoir commuter à son tour, et ainsi de suite. Et donc en fait, les temps de fonctionnement ici vont se cumuler comme chaque bascule est en série. Donc si chaque bascule commute en un temps par exemple de 5 millisecondes, eh bien, je vais avoir 5 millisecondes ici, puis 5 millisecondes là, 5 millisecondes là, 5 millisecondes là, et au final, je vais me retrouver avec 20 millisecondes de retard. Donc les temps sont cumulatifs. D'accord? C'est pour ça que si je veux travailler avec un circuit logique qui lit très rapidement les sorties ABCD, eh bien, s'il lit plus rapidement que le temps de commutation, il risque d'avoir incompatibilité, et je viens peut-être prendre des valeurs qui sont erronées, parce que les bascules n'ont pas eu le temps de commuter. Donc il faut faire attention à ça quand on considère les compteurs décompteurs asynchrones. C'est pour ça qu'on parle d'asynchrone ici, c'est parce que toutes les bascules ne fonctionnent pas en même temps, mais plutôt les unes après les autres. Pour pallier à ce souci-là, on peut utiliser d'autres compteurs qui sont les compteurs dits synchrones, mais ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.